Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, le président du Conseil national palestinien Salim Zahnoun en visite en Algérie à partir de dimanche. Abdelmalek Sellel considère que 20 000 migrants clandestins sont présents en Algérie et que la situation pourrait perdurer. Un compromis sur le nucléaire iranien a été trouvé, salué par la communauté internationale. Au Kenya, au moins 147 personnes et 79 personnes ont été blessées dans une attaque de l'université de Garissa. Un homme a été retrouvé en mer 66 jours après sa disparition aux États-Unis. Nous débutons ce journal avec la visite en Algérie du président du Conseil national palestinien, Salim Zahnoun, à partir de dimanche, sur invitation du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. M. Zahnoun aura des entretiens et des rencontres avec des responsables d'instances et institutions nationales qui porteront essentiellement sur le développement de la question palestinienne et sur les moyens de permettre au peuple palestinien d'instaurer son État indépendant. Le responsable palestinien donnera lors de son séjour à Alger une conférence intitulée « Causes palestiniennes et défis », ajoute la même source. Sur le sujet de l'immigration, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a considéré que le phénomène de migration clandestine vers l'Algérie pouvait perdurer en raison de l'insécurité qui prévaut dans les pays du Sahel, précisant que 20 000 migrants ont gagné le pays jusqu'à présent. Lors d'une séance consacrée aux questions orales à l'APN, le ministre des Relations avec le Parlement, Khalil Mahi, a fait savoir dans une réponse lue au nom du Premier ministre que les autorités publiques poursuivront le rapatriement des migrants clandestins qui séjournent encore sur le territoire national en fonction de l'amélioration de la situation sécuritaire dans leur pays, en coordination avec la représentation diplomatique de leur pays et dans le respect de la dignité humaine. Il a indiqué que la recrudescence de ce phénomène était source de préoccupation pour l'Algérie, notamment au plan sécuritaire et sanitaire et sur le plan du travail au noir. Précisons que l'Algérie avait traité la situation avec sagesse et responsabilité pour des motifs humanitaires, dans le respect de la dignité humaine des concernés, victimes des crises qui secouent leur pays. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire au Niger, l'Algérie, en commun accord avec les autorités de ce pays, a pris les mesures nécessaires pour rapatrier ses ressortissants qui séjournaient illégalement sur son sol, a-t-il précisé, notant que 3 000 migrants clandestins nigériens ont été rapatriés. Les autorités publiques compétentes ont assuré le suivi médical des concernés et n'ont enregistré aucune atteinte ni affection contagieuse ou transmissible. À cet effet, 56 centres régionaux ont été mis en place pour accueillir les ressortissants nigériens avant leur transfert vers leur centre principal de Tamanrasset à l'effet de leur rapatriement, a-t-il ajouté. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et leur crime organisé et de la sécurisation des frontières, un détachement relevant du secteur opérationnel de Borj Baji Mortar, au niveau de la 6e région militaire, a arrêté les 1er et 2 avril 2015 12 contrebandiers de nationalité soudanaise et saisi un camion, 10,6 tonnes de produits alimentaires, 7 détecteurs de métaux, 1000 litres de carburant, et au niveau de la 4e région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel d'Ilizi a arrêté le 1er avril 2015 4 contrebandiers de nationalité africaine. Toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, un réseau de falsificateurs de dossiers pour l'obtention de visas Schengen a été démantelé par la brigade économique et financière de la sûreté de la wilaya de Skikda. L'enquête a révélé que le principal accusé âgé de 45 ans se servait de son domicile familial et de son local de commerce pour falsifier des documents administratifs pour le compte de demandeurs de visa. Les enquêteurs ont récupéré sur le mis en cause d'importantes quantités de documents portant des cachets imités d'institutions et d'entreprises publiques et privées ainsi que des documents administratifs numérisés. L'enquête a également révélé qu'une autre personne âgée de 37 ans fournissait à des jeunes, contre des sommes d'argent, de fausses attestations de travail au sein de l'entreprise qu'il gère et des certificats d'affiliation à la sécurité sociale. Placés sous surveillance depuis plusieurs mois, 5 présumés membres de ce réseau, âgés entre 25 et 38, ont été interpellés. Après que la commune, la direction des impôts de Skikda, la caisse d'assurance sociale et 2 entreprises privées se soient constituées partie civile, les 7 membres de ce réseau ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur général près le tribunal de Skikda pour faux usage de faux, imitation, utilisation de cachets et complicité. Aéronautique, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a réceptionné jeudi à l'aéroport Houari Boumediene un Airbus A330-200, le premier appareil acquis dans le cadre de son programme d'acquisition de 16 avions neufs d'ici la fin 2016 pour le renouvellement de sa flotte. La cérémonie de réception de ce nouvel aéronef de capacité de 251 sièges s'est déroulée en présence des ministres des Transports Ammar Ould
et de la formation et de l'enseignement professionnel Nordin Bedoui et du PDG d'Air Algérie, M. Mohamed Salah Boultif. Cet avion comprend 18 sièges en classe affaires, 14 en classe économique plus et 19 en classe économique et permet l'utilisation durant le vol de téléphones mobiles comme il offre un accès à Internet, connexion Wi-Fi et un système de divertissement individuel, films, musique, jeux pour enfants. Cet Airbus A330-200 sera mis en service dès la réception des 2 autres appareils du même type, prévus en mai et juin prochains, pour desservir les vols long courrier vers Montréal, Pékin et Dubaï, ainsi que d'autres vols reliant notamment Alger et Paris, a indiqué à la presse M. Roule lors de cette cérémonie, tout en rappelant l'acquisition de 7 Airbus durant l'année en cours et de 8 Boeing d'ici la fin 2016. Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement à moyen terme de la compagnie nationale 2013-2017, visant à améliorer sa rentabilité et sa compétitivité dans un marché algérien desservi par 20 compagnies aériennes, dont 18 étrangères. À l'issue de cette cérémonie, messieurs Roule et Bedoui ont effectué une visite au centre de maintenance d'Air Algérie, situé dans l'enceinte de l'aéroport international d'Alger. M. Roule a évoqué la possibilité de nouer un partenariat avec une entreprise étrangère pour la modernisation de ce centre. Intervenant à son tour, M. Bedoui a annoncé la signature prochaine d'une convention avec le ministère des Transports pour la formation des jeunes, notamment dans les métiers de maintenance. Selon un exposé présenté par des responsables d'Air Algérie, la réalisation de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger, dont les travaux seront achevés en 2018, permettra d'ouvrir 13 nouvelles lignes internationales, notamment à destination de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, M. Roule a fait savoir qu'un mémorandum d'entente est en cours de préparation avec les autorités américaines pour ouvrir une ligne aérienne entre Alger et New York. Côté diplomatie, les relations algéro-nigériennes ont été au centre d'un entretien à Niamey entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Senoussi Beraqsi, et la ministre des Affaires étrangères de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Aïchatou Kane. Lors de cet entretien qui a eu lieu en marge de la réunion du groupe international de contact sur la Libye, M. Brixi et Mme Kani ont procédé à l'examen des relations bilatérales et des questions régionales d'intérêt commun, a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ils ont relevé l'excellence des relations bilatérales et la convergence de vues sur les défis de sécurité et de développement dans la sous-région. La ministre nigérienne des Affaires étrangères a remercié l'Algérie pour sa participation à la réunion de Niamey du groupe international de contact sur la Libye et a alloué ses efforts pour la solution politique négociée à la crise libyenne. Les 2 responsables ont procédé à l'inauguration et à la réception du système de climatisation centrale du siège du ministère des Affaires étrangères nigérien, réalisé par une entreprise algérienne dans le cadre de la coopération entre les 2 pays. Sur le plan international, avec 2 jours de retard sur la limite initialement fixée, les grandes puissances et l'Iran sont parvenus à s'entendre à Lausanne sur les paramètres clés pour résoudre le dossier du nucléaire iranien. Après 12 années de tensions internationales, 18 mois de tractations marathon entre Genève, Vienne, New York et Lausanne, 8 derniers jours de pourparlers ininterrompus au bord du lac Léman et 2 jours de retard sur la limite initialement fixée, les grandes puissances et l'Iran sont parvenus à s'entendre sur les paramètres clés pour résoudre le dossier du nucléaire iranien, étape fondamentale sur la voie d'un accord final d'ici au 30 juin. C'est sur Twitter que les Occidentaux et Iraniens, dont le président Hassan Rouhani en personne, ont tous annoncé cette nouvelle. L'Iran a accepté de réduire des 2/3 le nombre de ses centrifugeuses. Téhéran a également accepté de ne plus enrichir d'uranium pendant au moins 15 ans dans le site de Fordo. Les résolutions de l'ONU seront levées dès que l'Iran respectera tous les points clés de l'accord. Cet accord pourra contribuer à la paix et à la stabilité dans la région du Proche-Orient, a estimé le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. La Russie s'est félicitée du compromis de Lausanne, estimant qu'il constituait une reconnaissance du droit inconditionnel de l'Iran à développer un programme civil. La France a salué un accord d'état positif, mais il reste du travail à faire, a souligné son chef de la diplomatie, Laurent Fabius. L'Algérie se réjouit de la conclusion positive des négociations qui vient d'être annoncée à Lausanne, a indiqué jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Quant à Israël, l'accord cadre est un pas dans une direction très dangereuse, a déclaré vendredi le porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lequel a déclaré au président américain Barack Obama que l'accord menaçait la survie d'Israël et va mener vendredi des consultations de sécurité, ont indiqué ses services. Le pré-accord sur le nucléaire iranien a rapidement suscité une vague de joie dans les rues de Téhéran et l'équipe des négociateurs iraniens a reçu un accueil des plus enthousiastes vendredi matin. Pour l'heure, l'ayatollah Ali Khamenei n'a lui pas encore officiellement réagi à cet accord.
Comme nous l'évoquions dans les titres de ce journal, au Kenya, au moins 147 personnes ont été tuées et 79 autres blessées dans une attaque de l'université de Garissa, revendiquée par le mouvement terroriste somalien des Shebab. Le Centre national kényan de gestion des catastrophes a confirmé le bilan d'au moins 147 morts et 79 blessés, dont 9 dans un état critique. Essentiellement des étudiants, dans la prise d'otage du campus de l'université kenyane de Garissa, dans l'est du pays, attaqué jeudi par les terroristes somaliens Shebab selon leurs revendications, devenant même l'attaque la plus meurtrière au Kenya depuis 1998 et l'attentat contre l'ambassade américaine à Nairobi. Après avoir abattu 2 vigiles et tiré au hasard sur le campus, les terroristes ont pénétré dans des bâtiments de la résidence universitaire qui héberge une grande partie des 815 étudiants inscrits. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur Joseph Nkaissery a affirmé que les 4 assaillants ont tous été tués par les membres des forces de sécurité. Les terroristes portaient des explosifs qui ont été détonés lorsqu'ils ont été touchés, précise-t-il. Selon une source sécuritaire, plusieurs membres des forces de sécurité et otages pourraient avoir été tués lorsque les 4 assaillants ont déclenché eux-mêmes leur ceinture d'explosifs à l'approche des colonnes d'assaut progressant dans le bâtiment. Le président kényan Uhuru Kenyatta a indiqué jeudi prier pour les victimes. Le ministre kényan de l'Intérieur a déclaré vendredi que le gouvernement kényan ne se laissera pas intimider par les terroristes qui ont choisi de tuer des innocents pour humilier le gouvernement qui est déterminé à combattre ces terroristes. Cette attaque, odieuse et lâche pour Washington, barbare et insensée pour Londres, a été largement condamnée. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réclamé jeudi soir que les responsables de cette attaque soient traduits devant la justice. Suite à ce massacre, un couvre-feu a été imposé jusqu'au 16 avril dans les 3 comtés longeant la frontière somalienne, plus un 4e limitrophe de celui de la ville meurtrie. Depuis que l'armée kenyane est entrée en Somalie pour combattre les Shebab, une nébuleuse d'Al-Qaïda, en octobre 2011, les terroristes somaliens ont multiplié les attentats au Kenya, jusque dans la capitale Nairobi et sur la côte touristique du pays, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est. Au moins 200 personnes ont été tuées et au moins autant ont été blessées rien qu'en 2014 par les Shebab. Au Mali, une enquête indépendante mandatée par les Nations Unies a conclu à la responsabilité des casques bleus dans la mort de manifestants le 27 janvier à Gao dans le nord du Mali. 3 individus avaient été tués par arme à feu et 4 autres blessés alors qu'ils protestaient devant le siège de la MINUSMA, leur reprochant d'avoir conclu un accord avec les rebelles. Selon un porte-parole de l'ONU, les investigations ont prouvé que des membres d'une unité de police de la MINUSMA avaient fait un usage excessif et non autorisé de leurs forces au cours de cet événement. La mission onusienne avait reconnu une possible responsabilité après avoir assuré dans un premier temps que ses troupes n'avaient pas ouvert le feu sur les manifestants. Les enquêteurs ont par ailleurs rapporté que des gendarmes maliens avaient fui quand la manifestation était devenue violente parce qu'ils n'avaient pas de matériel de protection. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a ajouté s'être engagé à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre des responsables de ces faits. Un contingent rwandais est mis en cause. Après ces révélations de l'ONU, Kigali a annoncé le lancement de sa propre enquête. Le commandant de l'unité de police, stationné pour le compte de la MINUSMA dans la ville de Gao, a été renvoyé au Rwanda et les 35 hommes de son unité ont rendu leurs armes et seront rapatriés dans les jours à venir. La MINUSMA compte actuellement quelques 11 000 hommes sur le terrain, dont près de 10 000 militaires et policiers. Après plus de 40 casques bleus tués depuis son déploiement, cette mission est considérée comme la plus dangereuse des actions de l'ONU en cours. En Tunisie, le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi soir avoir procédé à de nouvelles arrestations après le sanglant attentat qui a visé des touristes au musée du Bardo le 18 mars à Tunis, portant le nombre total de personnes détenues à 46. Les forces de l'ordre ont démantelé 2 cellules terroristes, dont la majorité des éléments sont en lien avec les éléments ayant participé à l'opération terroriste du Bardo, soit par du soutien logistique, par le transport d'armes ou en cachant leurs homologues impliqués dans l'affaire, a affirmé le ministère dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur, Najim Gharsali, avait annoncé la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, l'arrestation de 23 suspects, dont une femme, se divisant en plusieurs groupes chargés de superviser, de planifier, d'assister à la logistique ou d'exécuter l'attaque. Le 18 mars, 2 jeunes Tunisiens armés de Kalachnikov ont ouvert le feu sur des touristes au musée du Bardo, le plus prestigieux de Tunisie, faisant 22 morts, 21 touristes étrangers et un policier tunisien. L'attentat a été revendiqué par l'organisation Daesh, mais les autorités tunisiennes ont affirmé qu'il avait été dirigé par Lokman Abou Sakhr, considéré comme l'un des dirigeants de Uqba ibn Nafa, un groupe affilié à Al-Qaïda. Ce dernier a été abattu par les forces de l'ordre tunisiennes.
Dans le golfe Persique, au Yémen, les frappes aériennes menées par l'Arabie Saoudite et ses alliés ont fait 519 morts et près de 1700 blessés en 2 semaines, a indiqué jeudi le responsable des opérations humanitaires de l'ONU, Valérie Amos. Madame Amos s'est dite extrêmement inquiète pour la sécurité des civils piégés par les combats qui font rage. Par ailleurs, les Houthis ont abandonné jeudi des positions au centre d'Aden après des raids de la coalition emmenés par l'Arabie Saoudite, rapportent les habitants de la ville portuaire du sud. Les membres de la milice chiite et leurs alliés de l'armée yéménite, qui avaient pénétré à la veille dans le quartier de Khor Maksar, s'en sont partiellement retirés, précise-t-il. En Égypte, au moins 32 personnes, dont 15 soldats et 2 civils, ont été tués jeudi dans 5 attentats simultanés contre l'armée dans le nord du Sinaï égyptien. Les attaques ont eu lieu au sud de Sheikh Zouaid, à environ 15 km à l'est d'Al Ahrish, le chef-lieu de la province du Nord Sinaï, où l'armée combat une branche locale de Daesh. Au moins 2 civils, 15 soldats et 15 assaillants ont été tués dans les échanges de tirs qui ont suivi les attaques selon la police. Au moins 17 militaires et 6 civils ont également été blessés. Ces bilans n'ont pas encore été confirmés par une source indépendante. Par ailleurs, 3 civils ont été blessés par l'explosion d'un obus de mortier qui a touché leur maison dans la banlieue est d'Al Arish, selon la police qui n'a pas précisé l'origine de ce tir. Côté terrorisme, selon un nouveau rapport des Nations Unies, 25 000 personnes ont quitté leur pays pour grossir les rangs d'Al-Qaïda, Daesh, pour rejoindre la Syrie ou d'autres pays en guerre. Ces terroristes viennent de 100 pays différents. La Tunisie, le Maroc, la France et la Russie envoient le plus de combattants et certains pays voient le recrutement augmenter comme les Maldives, la Finlande et Trinidad et Tobago. Ceux-ci rejoignent en priorité les combattants de Daesh mais aussi Al-Nusra. En plus, 6500 personnes se battent en Afghanistan et quelques centaines au Yémen, en Libye et au Pakistan et autour d'une centaine en Somalie. Selon ce rapport publié par Associated Press, le nombre d'étrangers terroristes a augmenté de 71% entre mi-2014 et mars 2015. Il ajoute qu'une défaite militaire de Daesh pourrait avoir une conséquence inattendue, c'est étendre au monde entier ce risque terroriste aujourd'hui contenu à la Syrie et l'Irak. L'ONU souligne que la seule mesure efficace serait de faire de la prévention pour éviter la radicalisation, le recrutement et le voyage des apprentis terroristes. Sur le drame aérien de l'As-320 de la Germanwings, l'analyse de la seconde boîte noire confirme bien que le copilote présent dans le cockpit a bel et bien délibérément fait s'écraser l'appareil. Une première lecture fait apparaître que le pilote présent dans le cockpit a utilisé le pilotage automatique pour engager l'avion en descente vers une altitude de pied, soit environ 30 mètres, puis à plusieurs reprises au cours de la descente. Le pilote a modifié le réglage du pilote automatique pour augmenter la vitesse de l'avion en descente, a indiqué le bureau d'enquête et d'analyse dans un communiqué. En France, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, persiste et signe. Après avoir déclaré de nombreuses fois au cours de sa carrière politique que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, il a récidivé sur le plateau de RMC ce jeudi. Des cadres du Front National, dont la présidente Marine Le Pen, sa fille, ont condamné ses propos. Jean-Jacques Bourdin, chroniqueur à RMC et BFM TV, avait créé la polémique concernant sa question posée à Roland Dumas sur l'influence juive du Premier ministre français Manuel Valls, et avait été condamné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'ensemble de la presse française. De retour de sanctions, et voulant se refaire une santé journalistique, l'intervieweur français de RMC a posé la question qui fâche et pour laquelle Jean-Marie Le Pen a été condamné plusieurs fois pour ses propos répétés en 1987, 1997, 2008, 2009 et maintenant 2015. Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz toujours étaient un votre détail pensée. de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de Vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne. Suite à ces propos, de nombreux cadres du Front National dont Gilbert Collard, Florian Philippot, vice-président du parti, et Marine Le Pen, présidente, ont condamné les déclarations du président d'honneur Jean-Marie Le Pen, qu'ils considèrent qu'elles n'engagent que lui et en aucun cas le parti. C'est une provocation parfaitement inutile et qui n'apporte strictement rien au mouvement et aux Français. Les Français nous attendent sur le fond, leur vrai problème, et c'est ce à quoi s'attache en tout cas Marine Le Pen et le Front National. Le Front National, en se désolidarisant du fondateur de ce parti et en prenant sa distance avec ses propos, continue sa manœuvre de dédiabolisation consistant à se rapprocher de tous les lobbies et groupes d'influence pour séduire un électorat plus large. Cette nouvelle stratégie de communication plus politiquement correcte a été payante, le Front National étant crédité de 25% des votes lors du dernier scrutin départemental, score historique pour le parti fondé par Jean-Marie Le Pen.
Désormais, cette sortie politique pourrait se retourner contre le Front National, tout comme renforcer sa position suite à la prise de distance rapide des cadres du parti. Toujours en France, la justice a ordonné jeudi l'audition de l'ex-commandant de Guantanamo, le général Geoffrey Miller, à la demande de 2 Français qui disent avoir été victimes de mauvais traitements dans ce camp américain. Après un rejet en 2014 par 2 juges de la demande d'audition de l'ex-commandant de Guantanamo, soumise par Nizar Sessi et Morad Ben Shalali, arrêté par les forces américaines en Afghanistan et détenu entre 2001 et 2005, les plaignants ont obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Paris. Nizar Sessi et Morad Ben Shalali avaient porté plainte en France il y a plusieurs années pour détention arbitraire et torture. La porte est entrouverte vers des poursuites contre les responsables civils et militaires des crimes internationaux commis à Guantanamo. Cette décision ne peut mécaniquement qu'entraîner des demandes d'audition d'autres dirigeants, a commenté Maître William Bourdon. À l'appui de leur demande, les plaignants citent un rapport du Centre pour les droits constitutionnels, basé à New York, et du Centre européen pour les droits de l'homme et constitutionnels, qui détaille les mauvais traitements qui auraient été infligés à Guantanamo. Le Congrès, contrôlé par l'opposition républicaine, s'oppose à toute fermeture malgré des critiques sur les exactions qui auraient été commises, et le président américain a encore affirmé mi-mars qu'il aurait dû fermer Guantanamo le premier jour de son mandat à la Maison-Blanche. Insolite, c'est un véritable miracle qu'a vécu Louis Jordan, un Américain ayant disparu en haute mer il y a exactement 66 jours. Il a été retrouvé sain et sauf à bord de son voilier par un bateau pétrolier passant dans ses environs de l'océan Atlantique. L'homme de 37 ans avait dérivé sur les eaux au large des États-Unis pendant près de 66 jours avant d'avoir été miraculeusement repêché ce jeudi 2 avril par un pétrolier qui voguait au large de la Caroline du Nord, qu'il a aperçu dérivant sur son voilier en détresse. Il était à environ 322 km des côtes quand ce secours providentiel était arrivé. Il aurait survécu en pleine mer en attrapant du poisson à main nue et en buvant de l'eau de pluie. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.